Bonjour, moi alaikum à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Vous êtes bien sûr, non pas dans une émission religieuse, mais vous êtes dans Masterclass. Et comme chaque émission, on a des surprises, on a des invités spéciaux. Aujourd'hui, on a un invité que j'apprécie particulièrement parce que voilà, il a une touche spéciale qu'il a apportée dans la musique sénégalaise. Je vais parler de monsieur Mao Sidibé. Mao, comment tu vas? Bien, Mr. Goldman. Oui, Mao, on se connaît depuis très longtemps, dans une autre vie. Ouais. Dans différentes vies. et finalement, voilà, aujourd'hui, pour la première fois, on se retrouve face à face avec un micro, avec chacun devant un micro, mais pour parler aussi de musique. Comment vas-tu, Mao? Bah, très bien. C'est vrai que ça fait bizarre déjà d'être accueilli par moi en tant qu'animateur, mais ça fait plaisir aussi. Mao, ça fait longtemps. Est-ce que déjà en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? C'est qui Mao Sidibé? Donc, artiste, touche à tout. C'est quoi comment tu te définis? Un artiste curieux. D'accord. Non, en fait, je suis auteur-compositeur-interprète à la base et maintenant réalisateur de vidéos aussi. Et tout ça, c'est par rapport à c'est la curiosité qui m'a amené tout ça en fait. Au départ, c'était pas des métiers que j'avais envie de faire. Ok. Moi, j'ai commencé par la danse. Et après j'ai commencé à rapper, mais déjà une partie grâce à toi, grâce à ton groupe Pifras à l'époque et PBS, Daradi et tout ça. Nous pendant ce temps-là on dansait et puis on vous a vu et puis on a eu envie. Je pense que le déclic s'est passé, c'était un concert de vous d'ailleurs, vous jouiez à De La Fosse. Donc je pense que tu as dû oublier ça, mais ça fait longtemps. Incroyable. Il y avait vous et il y avait Yad Fou. Okay. Et du coup on s'est dit mais attends, nous aussi on veut rapper, tu vois. On a des trucs à dire et voilà, ça a commencé comme ça et maintenant la curiosité m'a amené à composer parce que j'avais envie de comprendre ce qui se passait de l'autre côté et m'a amené aussi à être technicien son. Okay. Et m'a amené aussi à être réalisateur de vidéos, mais tout ça c'est des circonstances en fait c'est des trucs que je voulais faire, j'avais pas les moyens de le faire et voilà, j'ai essayé et ça m'a plu et j'ai continué. Mais où est-ce que tu te retrouves? Où est-ce que tu es plus à l'aise? Devant le micro, dans le studio, sur scène, derrière la caméra? Où est-ce que tu es vraiment plus toi-même, où tu te sens vraiment à 100% toi-même? J'aime bien réaliser un album. C'est là où je me sens le mieux. Parce que je retrouve un petit peu toutes les facettes. Parce que je retrouve le côté réalisation, même si c'est pas l'image, c'est le son. Et je retrouve le côté technique, je retrouve la composition, je retrouve le chant parce que je trouve des mélodies pour la personne aussi. Et donc du coup, c'est vraiment là où je me sens le mieux parce que je touche un peu à tout. Mao Sidibé qui commence par le rap, donc à la Médina avec BBC. C'était quoi BBC? C'était quoi le concept du groupe? C'est quoi la rencontre? Et puis comment ça s'est fait que vous êtes retrouvés après en Europe? Explique-nous un peu l'histoire de BBC, vos rencontres, vos souvenirs. BBC en fait c'est au départ une bande de potes, on va dire même de camarades de classe et donc moi j'avais un camarade de classe qui s'appelait Hassan et un autre qui s'appelait Babou et eux ils connaissaient Mansour et Leiti qui étaient dans une autre école à Blaise Diagne. Et donc du coup donc on avait vu à cette époque-là il y avait des groupes de danse qui émergeaient et tout ça et on avait envie aussi de danser et donc du coup mes potes m'ont dit qu'ils connaissaient d'autres danseurs qui est des amis aussi, donc du coup on s'est rencontrés et puis on était 6 au départ. On a commencé à danser et comme je t'ai dit après on a vu que le rap prenait aussi beaucoup de place et tout ça et on avait envie de lier la danse avec le rap, donc on a commencé à rapper tout en gardant un petit peu de danse. Et voilà quoi. Moi l'image, juste pour te couper, l'image que je garde de BBC, c'était un concert à Sorano. Et on était dans le taxi, on repartait de Sorano, on a fini le concert et quand on repartait, je vois 4 gars ou 6 gars en maillot hockey avec des battes de baseball en train de marcher sur la corniche. J'ai dit waouh, ça va gagner merde. Ça c'est une image qui m'a vraiment marqué parce que vous aviez un style assez spécial, assez particulier. Vous étiez tout le temps, voilà, vous montiez sur scène assez énervé même quoi. On avait l'impression qu'il y avait beaucoup de rage, d'énergie qui se dégageait de ce que vous faisiez quoi. Je pense que c'était cette période là, il y avait beaucoup de revendications. En tout cas, dans le rap, on avait pris modèle sur vous. Hein.
C'est vrai aussi, hein, parce que c'était le moment où on tapait beaucoup sur le gouvernement, où tous les sujets étaient dirigés vers justement on n'est pas content. On a envie de dire pourquoi on n'est pas content. Et les battes de baseball et tout ça, c'était aussi pour nous créer un style à nous. Chose. Okay. Voilà, des fois même on mélangeait nos chaussures. on faisait une chaussure comme ça et une autre on échangeait avec quelqu'un. Bon, il y avait que moi qui pouvais pas échanger parce que j'avais des gros pieds. Voilà, c'est ça. Ok. Et puis vous êtes parti en Europe et voilà, l'aventure a changé. Et puis en partant du Sénégal, vous aviez un style beaucoup plus, on va dire rap, etc. Mais quand vous êtes parti en Europe, ça s'est mélangé avec un style différent. Et notamment l'un des morceaux que vous avez fait, qui était l'un des plus connus. Et je peux même m'amuser à dire que ça fait partie des précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'afro trap. Ouais, c'était Teresa. Teresa. Et quand vous avez fait Teresa, c'était 2010. Non, 2006. Bon Dieu. 2006. Voilà. Donc ça fait 10 ans. Explique-nous un peu le parcours et puis comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire justement un titre comme Teresa. Bah, en fait, comme je t'ai dit, on a toujours été curieux et puis on a toujours aimé aussi les mélanges. D'ailleurs, le premier album qu'on a sorti qui s'appelait Tchoukoli à l'époque. Et il y avait déjà un mélange, il y avait du rap salsa. Tchoukoli, Baba Tchoukoli, yeah, c'est vrai. Il y avait un morceau qui s'appelait Mindandu Diam qu'on avait sorti et qui était d'ailleurs le single, mais on n'a pas eu la chance justement de faire la promo. D'accord. Et de sortir une vidéo. Et donc du coup, on l'a sorti à peine, c'est là qu'on a voyagé encore. Et même si tu te rappelles, on avait des costumes et tout ça. Des costumes rouges quand même. Il fallait le faire, hein. Et donc, mais justement, c'est ça justement la question. C'est que vous, malgré justement le fait que vous ayez des influences de certains groupes qui revendiquaient tout ça, mais vous aviez quand même très tôt réussi à avoir cette particularité. Parce que je sais que Mansour, dont le père est un grand chanteur de salsa, Medoune Diallo, Mansour a une très 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 belle voix. Donc dès vraiment votre premier ou vos premiers singles, vous aviez perçu qu'il fallait se démarquer des autres. Oui, il y avait l'envie de se démarquer et puis il y avait aussi l'envie de faire les mélanges en fait. Donc c'est vrai que c'était en 98. Donc je peux même dire limite qu'on était les premiers à faire du rap mélangé avec de la salsa parce que même Orichaz à l'époque ne l'avait pas encore fait. Alright, c'est vrai. Orichaz c'était bien après. Oui. Mais Orichaz c'est des Cubains. Ouais, ben c'est à eux, ouais. C'est à eux. Mais je me rappelle en fait c'est le père justement de Mansour, Medoune Diallo, qui nous avait dit mais pourquoi vous mélangez pas le rap avec d'autres choses. À l'époque on n'avait pas forcément envie de mélanger avec du mbalar, mais la salsa s'y prêtait très bien. En fait. Ok, et voilà, vous arrivez en France et puis voilà, vous vous retrouvez à bosser. Vous vous retrouvez comment en France? Parce que vous êtes parti, vous avez joué, le groupe est parti, vous jouiez dans des spectacles. Comment vous êtes retrouvé après à rester et à surtout, c'est que le plus important, vous avez continué votre carrière en France, en Europe? Ouais, ben en fait, on est parti pour enregistrer au départ. Donc l'album qu'on a fait qui était Tchoukoli, on l'a enregistré là-bas. Donc la première fois, on est resté 20 jours et on est rentré. Et c'était quand même très très dur. Donc les gens sont encore plus durs avec toi quand tu pars et que tu reviens. Les gens ne comprennent pas, ils se disent mais vous êtes con, vous êtes bête ou quoi vous? Tout le monde a envie de partir et vous partez, vous revenez. C'était très dur parce que du coup t'avais aucune excuse en fait. Et même je me rappelle les gens. Mais l'album était sorti sur Lose Africa, je sais plus, c'était sorti sur l'international, le premier album. Non, c'était sorti local. C'était une cassette sortie locale en fait. Ok, d'accord. Et c'est le deuxième où il y avait Teresa qui est sorti plus à l'international. C'était Africa Prod. En fait, Africa Prod, d'accord, ok. Et donc on est resté un an entre quand on est revenu et la sortie de l'album. Et c'était très dur justement parce que les gens justement nous disaient bon après avec la radio on peut pas montrer les gestes, mais dès que tu sortais de chez toi on te disait Mao, hey! Genre le vol c'est pour quand est-ce que vous repartez, et c'était très dur. Mais bon après on a sorti l'album Tchoukoli et on a mis 2 mois et après on est reparti justement pour des concerts et on devait rester 2 mois.
Et finalement, il y a eu d'autres opportunités pour rester. Donc, du coup, on est resté plus longtemps que prévu. On est resté 6 mois. Et donc, étant donné qu'on faisait tous nos études en ce moment-là, et donc, on avait perdu quasiment 4 mois d'études. Et c'était un peu... On s'est beaucoup concerté, en fait, pour savoir si on rentrait, si on restait. Parce qu'on n'avait aucune envie de rester. Mais bon, le pour l'emporter sur le contre, en fait, parce que, bon, moi, il était hors de question que je revienne et que je redemande à mon père de me payer encore une année d'études, alors que, voilà, quoi. Donc, du coup, au final, on s'est dit, on va rester tenter notre chance, en fait. Ok. On a donc dans le studio Monsieur Mao Sidibé. On parle de sa carrière, on parle de son parcours, on parle de son ancien groupe, effectivement, mais on va développer un tout petit peu plus. On va écouter juste un titre de son nouvel album. C'est vrai que j'aurais aimé qu'on écoute ça, mais le son n'est pas. J'ai juste la vidéo devant moi, mais j'ai pas le son. Viens danser avec moi. Laisse. On va écouter ça, allez, t'inquiète. On va écouter juste un titre donc de l'album de Mao. Vous écoutez la radio des femmes, des enfants et de la musique. FM 87.9. Vous écoutez FM. You were my sunshine, yeah. I never let you go, no. I'm your sunshine too. Summer when you call, oh yeah. You were my sunshine, yeah. You were my sunshine. Never let you go, no. Never let you go, no. I'm your sunshine too. Woo, 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 woo. Yes, donc Sunshine, oui, mais l'histoire de cette chanson, déjà, l'histoire de cette chanson, de ce clip, c'est assez spécial. Tu peux nous en parler? C'est quoi le morceau? Pourquoi le morceau? Comment est-ce que ça s'est retrouvé sur l'album? C'est quoi l'histoire de la vidéo? Parce que c'est assez surprenant quand même. Bah, en fait, l'histoire de ce morceau-là, c'est déjà avant cette version-là, j'avais fait une version, mais j'avais pas de femme, j'avais pas d'enfant. C'était juste l'envie d'avoir un enfant que j'avais envie de développer parce que j'aimais trop les enfants, j'aime trop les gosses. Okay. Et en fait, j'avais commencé à écrire, je me suis dit, ben non, mais c'est pas logique, je vais pas écrire ça alors que j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas la vraie sensation de quand on a un enfant, en fait. Et donc, du coup, quand j'ai eu Paco, Pape Doudou, donc dans le clip, en fait, il a 2 ans. Et c'est là que j'ai écrit le morceau. Donc, j'ai écrit le morceau, j'ai commencé à le développer, mais c'était pas pour le sortir, c'était un morceau que j'avais fait pour moi. En fait, en famille, j'avais envie de chanter ma famille, en fait. Et donc, c'est Paco de Zik FM. Voilà, c'est Paco de Zik FM qui l'a entendu et qui m'a dit mais pourquoi tu le sors pas? J'ai dit, moi, c'est pas pour le sortir. Hein. Il m'a dit, donne-moi le morceau. Donc, je lui ai donné le morceau et il a commencé à le mettre à la radio. Et il y a les gens qui commencent à redemander. Donc, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, puisque j'ai des images de vacances, je vais essayer de monter ça et d'en faire un clip. Donc voilà, j'ai rajouté 1 ou 2 playbacks et puis voilà, le clip est là. Super. Franchement, c'est comme je disais, moi la première fois que j'ai entendu, c'est vrai que j'ai entendu des. En fait, je pense qu'il y a une période avant la carrière solo et puis il y a la période avec BBC. Donc avec la carrière solo, il y a eu des changements. Il y a eu, je sais pas, il y a eu musicalement parlant. Je crois que tu as acquis beaucoup d'expérience. Moi, j'ai écouté beaucoup de tes chansons, j'ai écouté beaucoup de tes productions qui sont même pas sorties en fait. Quand on s'est vu à Montreuil, j'ai écouté plein de trucs que tu as fait. Et puis, voilà, j'ai vu qu'il y avait vraiment un développement, tu vois, que tu es parti dans un sens. Explique-nous comment ça s'est fait, justement, on va dire, la transition. Après Teresa, quand vous avez fait Teresa, on va parler de ce morceau. Et puis, on va parler, en fait, de toutes les portes que cela vous a ouvert. Parce que je pense que vous êtes le premier groupe de rap sénégalais à être allé jouer en Chine. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Explique-nous un peu comment justement ça s'est déroulé, le parcours en fait avec BBC, BBC Sound System par la suite, et après voilà le début de la carrière solo de Mao. Ouais, donc en fait on est parti avec BBC en tant que groupe de rap. Donc il y avait, on a rencontré tout de suite un DJ qui s'appelait DJ Awal, qui était à la Radio Nova en fait, et qui voulait nous produire pour un spectacle. Et il nous a dit mais moi
par contre, je suis un DJ de reggae. Alors moi, je veux bien que vous fassiez un spectacle, mais en reggae. Donc du coup, nous, c'était bizarre pour nous parce qu'on connaissait pas le reggae et en même temps, on trouvait ça trop lent par rapport à nous, ce qu'on faisait, qui était très speed à l'époque. Okay. Donc du coup, on s'est dit qu'on va essayer. Et à un moment donné, on a dit, bon, et ça marche vraiment pas du tout. Donc on lui a dit qu'on arrêtait, qu'on va pas le faire, le concert. Et c'était à 4-5 jours de la date. Et lui, bon, comme il avait déjà dépensé dans les flyers, les trucs et machin et tout ça. Donc du coup, en ce moment-là, on pouvait plus reculer. Donc il nous a demandé quand même de le faire. Et puis on a répété sur des instrus qu'il nous avait donné reggae. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire du sound system. Et c'est pour ça qu'on a rajouté d'ailleurs le nom de sound system à BBC. D'accord. Okay. Et donc on a commencé à faire du reggae. Et après on a rencontré un collectif qui s'appelait No Bluff Sound, qui était un collectif de drum and bass. Et là aussi c'était la même chose. On s'est dit on va essayer. Mais on trouvait ça assez bizarre quand même parce que c'était très électro. Et qu'à l'époque c'était, pour les Sénégalais, c'était un peu trop bizarre pour nous, quoi. Mais on a essayé et grâce à cette curiosité, en tout cas, on a remporté un premier prix de Printemps de Bourges et on a fait une grande tournée avec Louise Attaque, avec qui on faisait les premières parties. Et donc en parallèle, on continuait BBC, avec qui on a été aussi en tournée en Chine pendant 3 fois de suite, et en Inde aussi d'ailleurs. Wow. Et la Chine, c'est marrant parce que c'était Magic System qui devait partir. Et Magic System, ils ont pas pu, en tout cas à la dernière minute. Et Africa Prod nous a appelé. Parce que comme on avait un morceau coupé décalé, ils nous ont dit pourquoi pas, tu vois. Et nous on s'est dit pourquoi pas. Donc on a remplacé Magic System. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, cette date-là nous a amené d'autres dates en Chine, en fait. Mais vous êtes parti dans la formation hip-hop, dans vos délires à vous, quoi. Pas électro ou quoi que ce soit. Non, pas électro. C'était mélangé entre hip-hop, dancehall, raga, reggae, tout ça, quoi, à ce moment-là. Et donc, du coup, après, on a arrêté avec No Bluff. Et donc, du coup, avec la tournée qu'on a fait avec ce groupe de rock qui s'appelait Louise Attaque, il y a eu des affinités avec les musiciens. Et avec qui, du coup, on a fait un album qui s'appelait Ben Bop, qui était plutôt rock, punk, machin et tout ça. Je vais écouter ça, ouais. Voilà, et donc du coup, c'est toutes ces influences avec les gens qu'on a rencontrés qui font de moi, en tout cas, ce que je suis aujourd'hui. Ok, mais dans l'album, par contre, on n'a pas... c'est beaucoup plus, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus joué, c'est beaucoup plus du live, c'est beaucoup plus acoustique qu'autre chose. Donc tu es parti dans un sens où les morceaux sont, par exemple Sunshine, par exemple, c'est un morceau qui est joué, c'est joué live en fait, c'est un morceau live. C'est joué live, mais c'est un mélange en fait avec du live et de l'électronique quelque part. De la programmation. Voilà, de la programmation. Mais dans l'esprit, c'est du live. Ouais, c'est joué comme un live. Ouais. J'aime bien mélanger les sons de l'ordi avec des vrais sons en fait. On va parler justement de l'évolution. On va parler de Teresa. C'est assez marrant. Pourquoi je t'en parle? C'est parce que effectivement ça fait 10 ans. Aujourd'hui, on a l'impression que le rap veut revenir en Afrique. Ouais. Avec l'afro-trap. Et quand vous avez fait Teresa, est-ce que vous aviez il y a ça, il y a Black Mbolo qui a fait, je sais pas, du rap ballard, il y a Fata qui l'a fait, peut-être un peu plus tard, mais Teresa c'était quelque chose d'assez décalé à cette époque-là justement. Donc est-ce que tu ressens cette envie que le rap a de refaire? Non, mais c'est marrant d'ailleurs parce que Teresa, quand on l'a fait, et ça n'a pas marché ici, ça a vraiment marché au Burkina. Les gens au Burkina, on est resté numéro 1 pendant 6 mois au niveau télé et radio. Et ici, ça faisait bizarre, quoi. Oui, mais les gens, ils croyaient qu'on était des Ivoiriens, en fait. C'est marrant. Je dis, mais les gens, des fois, ils réfléchissent pas parce que des Ivoiriens qui parlent Wolof comme ça aussi bien. Et non, c'est vrai que c'était une innovation à l'époque. Et aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'on évolue vraiment, en fait? Parce que même, je veux dire, il y a un son que j'avais fait il y a 6 ans pour un rappeur qui s'appelle Capello, et quand je le réécoute aujourd'hui, c'est trap-là en fait. Donc tu fais un remix de Panda dessus et ça marche très bien. Donc en fait,
j'ai l'impression qu'on n'évolue pas vraiment, on bouge un petit peu les choses et aujourd'hui le Naija, l'afro-trap c'est et le tout marketing ça. En fait. Je pense que c'est juste une histoire de marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les Nigérians, les grosses productions réussissent à mettre des millions et des millions pour faire une vidéo. Cette vidéo elle est matraquée à longueur de journée sur certaines chaînes de télé et puis voilà, le morceau devient YouTube et voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. Je pense que c'est les producteurs il y a des grands producteurs, des producteurs de très bonne facture ici au Sénégal ou je sais pas dans certains pays, mais la différence c'est que les producteurs nigérians c'est du niveau américain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont capables de mettre dans un artiste 5 millions de dollars ou 10 millions de dollars pour développer l'artiste, pour le vendre, parce qu'ils savent très bien qu'au final ça va leur apporter 10 fois plus. Bien sûr. C'est peut-être ça aussi quoi. Et c'est ça qui est dommage au Sénégal, c'est que les gens ne prennent pas ce risque-là. Même ceux qui ont les moyens, et c'est plus dans le mbalax d'ailleurs, des gens qui ont des moyens de faire un album propre et tout ce que tu veux et mettre de l'argent dans la promo et tout ça, ils le font pas parce qu'en fait comme les gens ici on a tendance à se dire les albums se vendent pas machin et tout ça, donc c'est pas la peine qu'on se prenne la tête sur la promo et tout ça, et puis on fait très vite le tour au Sénégal, donc du coup on a l'impression qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de sous dans la production. Et c'est ça qui est dommage. Et comparé aux Nigériens, aux Ghanéens et tout ça, ils mettent de l'argent, ils bombardent partout, en Afrique, pas que chez eux. Et donc, du coup, forcément, la mayonnaise prend. C'est vrai. Bon, en parlant de production, comment tu t'es retrouvé justement à produire des artistes? Comment tu t'es retrouvé à monter ta boîte de production et à produire des artistes? C'est quoi le process? Bah, ça aussi, c'était juste comme ça. C'était... comme j'avais un peu de matos pour moi et donc du coup j'avais commencé à composer par curiosité d'ailleurs, et à l'époque même j'avais pas de matériel, j'avais pas beaucoup de matériel. Et en fait, par exemple avec BBC, c'est toi qui faisais la musique? Non, pas du tout, c'est quelqu'un d'autre. Et en fait j'ai commencé à composer parce que j'avais du mal à lui faire comprendre l'idée que j'avais. Ok. Et donc du coup, à un moment donné, on m'avait prêté un ordi et j'ai commencé à faire des mélodies pour lui montrer à peu près le groove que j'avais envie. D'accord, ok. Et donc du coup, à partir de là, j'ai commencé à progresser un petit peu doucement sur ça. Il faut juste entre parenthèses rappeler à ceux qui nous écoutent que tu as été vainqueur d'un concours de beatmaker en France aussi. Delwar, il faut que tu dises, il faut dire les choses. C'est ça qui m'a lancé justement, parce qu'en fait, à la base, je faisais ça pour m'amuser et il y avait un pote qui filmait pour ce concours-là et qui est venu me dire il y a un concours de beatmaker à Paris et tout ça. J'ai dit, ben moi, je viens de commencer, je peux pas aller dans un concours. Il m'a dit, mais t'as rien à perdre. Comment ça fonctionne? Comment ça marche ce genre de truc-là? Bah, c'était un concours. Tu viens faire un beat sur scène, tu avais des samples à découper, c'était quoi? Voilà. Il te donne 3 samples à découper. D'accord. Et il fallait avoir 3 samples et 3 morceaux où il n'y a pas de sample, en fait. Ok. Donc il fallait composer 3 morceaux avec sample et 3 sans sample. Et donc du coup, sur scène, donc tu as tes morceaux et tu balances le morceau que tu présentes et l'autre balance un morceau. D'accord. Donc moi c'était mes débuts, donc je savais pas du tout comment ça allait se passer. Mais la première fois d'ailleurs j'ai été éliminé, mais en fait j'ai été repêché. Par chance, parce qu'en fait dans tous les gens qui ont perdu, ils ont choisi une personne qu'ils repêchaient pour ajouter à la liste des finalistes. À la liste des quarts finales, des quarts de finale en fait. Et donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon ben là, on me redonne une chance, donc il faut que je me redonne moi-même aussi une chance, quoi. D'accord. Et là, honnêtement, j'avais fait comme à l'école, c'est-à-dire je me réveille à 7h du matin et je travaille jusqu'à 9h du soir, je m'arrêtais pas. Donc là où il fallait présenter un beat, j'avais 3 de côté. D'accord. Donc en fait, arrivé au concours, donc j'attendais de voir l'autre ce qu'il mettait. Pour moi, voilà, je mettrais suivant l'ambiance qu'il y avait et ce qu'il avait mis. Et en fait, jusqu'à la finale, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai gagné mon premier ordinateur, c'est-à-dire que j'ai gagné les quarts de finale, donc du coup forcément il y avait un ordi à gagner, et donc du coup j'ai pu rendre l'ordi qu'on m'avait prêté, et donc du coup j'avais un ordi pour travailler. Et avec cet ordi-là, je suis allé jusqu'au final. Et la finale, je l'ai gagné avec un coupé décalé. For real? Il y avait d'ailleurs les jurys qui n'étaient pas d'accord. Il y avait qui dans le jury? Il y avait des rappeurs. Lord Issa. Lord Issa, right. Et il y avait Mr. M.
Ok. Non, Mr. R. Mr. R, oui. Voilà. Oui, c'est un rappeur. Il y avait français, d'autres ouais. que je connaissais pas, ouais. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était du rap pendant toute la soirée. Les gens étaient fatigués. Donc, du coup, comme moi, dans les sons que j'avais amenés, il y avait un son qui était coupé, décalé un petit peu, avec un sample que j'avais découpé, justement, des samples qu'on avait donnés. Ok. Et donc, avec ce son-là, j'ai regardé la salle, j'ai vu que tout le monde était en train de dormir. Et là, j'ai mis le son et tout le monde s'est réveillé. Même les jurys ont sauté, en fait, en ce moment-là. Et donc, on a dit, c'est fini. Donc, du coup, les jurys n'étaient pas d'accord parce qu'ils se disaient, mais attends, ça, c'est pas un son rap. Et l'autre, il y a une autre partie des jurys qui disait, mais est-ce que c'est un concours de rap? C'est pas un concours de rap, c'est un concours de son. Ça s'appelle un battle of sound. Donc, c'est un battle de son. Maintenant, lui, il a fait du coupé-décalé. Si les gens ont kiffé, c'est voilà quoi, c'est tout. Et donc, c'est comme ça que j'avais gagné le concours et c'est ça qui m'a fait progresser parce que pendant un mois, j'ai pas arrêté de composer en fait. Ok. Façon usine. Ok. Right. Ok. Voilà, on en apprend des choses. Mais justement, je sais qu'aujourd'hui dans l'émission, on a souvent l'habitude d'inviter des musiciens, des guitaristes, des bassistes, des clavistes. Toi, tu es un beatmaker. Aujourd'hui, par exemple, il est beaucoup plus facile de faire de la musique électro. Quand je dis électro, je parle de hip-hop, de rap, de reggae, whatever. En tout cas, de la musique composée, assistée par ordinateur, comme ton nom, MAO. Il est plus facile de faire de la MAO que de faire... justement, que d'aller apprendre un instrument. Est-ce que toi, justement, par la suite, tu as pris des cours de solfège, des cours de guitare, ou est-ce que tout, tu l'as appris, tu es autodidacte, tu l'as fait par toi-même, par tes propres moyens, ou est-ce que tu es allé prendre des cours particuliers de musique? Non, j'ai pris aucun cours. Et d'ailleurs, à chaque fois, pour les émissions, on me demande d'amener ma guitare. Mais je ne sais pas jouer de la guitare. Et je ne sais même pas jouer du clavier, en fait. En fait, tout ce que je compose, c'est une idée de mélodie et je le note. C'est un peu comme si on écrivait, quand on écrit des notes. Moi, je les écris à l'oreille, en fait. Et après, petit à petit, je construis une mélodie. Et petit à petit, je progresse là-dessus. Et après, si j'ai besoin d'un guitariste, je l'appelle. Mais par contre, j'ai déjà l'idée de ce que tu veux. L'idée et je lui dis de me jouer tu travailles sur quoi? Tu travailles sur quel logiciel? Sur Logic Pro. Sur Logic. Donc, tu travailles sur Mac? Sur Mac, ouais. Ok, tu as commencé à bosser sur Mac dès les premières productions? Voilà, c'est un Mac qu'on m'avait prêté au départ. Et c'est un Mac que j'ai gagné. Et donc, du coup, j'ai continué avec le Mac. Ok, d'accord. C'est que je veux qu'on parle de technique, techniquement parlant. Aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un veut faire un studio, si quelqu'un veut dire, ok, moi c'est Mao qui est mon idole, j'ai envie de faire un truc comme lui. Qu'est-ce qu'il lui faut à peu près pour commencer dans la production musicale? Quel est le conseil de base que tu aimerais lui donner? Un ordinateur déjà. Ok. Et des idées, c'est tout. Ok. Après, si tu as besoin de moniteur, tu as besoin d'acheter un micro, tu as besoin d'une carte son, tu as besoin de tout ça, ou dans un premier temps, on n'a pas forcément besoin de ça? Oui, au départ, on a besoin d'un ordi et d'un casque pour pas emmerder les gens. Okay. Et après, quand on a des idées et on a un peu de sous, on peut acheter une petite carte son. Ok. Et après, il faut le logiciel. Ça, c'est la base. Ok. Donc, normalement, aujourd'hui... Après, tu as Internet, tu as le tutoriel. Exactement. Moi, j'ai tout appris par Internet, par YouTube. Incroyable. Et donc, aujourd'hui, on a, par exemple, un Mac et un casque. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Donc, moi, quand je voyage, j'amène mon ordinateur portable Mac avec un casque. Et de là-bas, je peux composer et envoyer à des gens. Donc, il n'y a pas... Et en fait, moi, comment j'ai réussi à constituer mon studio, c'est qu'au départ... la première personne que j'ai enregistrée, c'était Abbas, yeah. Voilà. Donc du coup j'ai composé pour lui et il était venu pour enregistrer. Je lui ai dit mais j'ai pas de micro. Et il a acheté un micro, on a enregistré avec. Et c'est comme ça que j'ai commencé. À chaque fois que quelqu'un vient, je lui dis j'ai pas de baffle. Voilà, j'ai pas de baffle. Alors t'achètes des baffles et on enregistre. J'ai pas de clavier. Ça il est dur là. Non mais Maxime, le pas dur là. Tout c'est des frappes. Non mais c'était vrai en plus. C'est-à-dire que moi c'était un investissement parce que je gagnais pas d'argent. Mais au final, je gagnais un truc en plus, c'est-à-dire que je gagnais un micro et avec ce micro-là, je peux faire payer quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc petit à petit comme ça, j'ai réussi à acheter carte son, machin et tout ça, quoi. Et pour moi,
C'est un investissement. Au départ, il faut pas. Il y a des gens, je vois beaucoup de gens qui commencent, au bout de 6 mois, ils commencent à mettre des buts sur Internet, à dire oui, ça coûte tant. Pour moi, c'est pas du commerce de faire de la musique en fait. Jamais tu trouveras sur Internet un beat à moi où on te dit le prix est tant. Donc s'il y a quelqu'un qui te dit c'est Mao et qui te donne un prix de beat, c'est pas vrai. Personne pourra dire à combien je peux vendre un son. C'est entre l'artiste et toi, vous discutez, vous voyez comment vous arrangez. Voilà, pour moi c'est un truc artistique, il faut que j'ai du feeling avec la personne et puis on voit ce qu'on fait. Tu as produit, tu as fait beaucoup de sons pour Need Doff, tu as bossé également beaucoup, tu as fait beaucoup de musique pour Books. C'est des artistes que tu as signés, c'est des artistes avec qui tu travailles. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui sont dans le label? Comment ça s'organise avec Mao Prod? Non, en fait, moi, mon label n'a pas forcément produit encore des artistes parce que c'est à travers Guns Out, en fait, qui est le label que je partage avec Need Doff. Donc, c'est avec ce label-là qu'on a produit les 3 albums de Need Doff et puis l'album de Books aussi. Mais quand je dis Mao Prod, c'est que quand je fais 2 ou 3 sons dans l'album de Kurgi ou de Red Schizo ou de quelqu'un d'autre, là, c'est Mao Prod. En fait, mais c'est pas vraiment. C'est pas le label de. C'est pas le label. C'est Mao Prod l'artiste producteur. C'est pas l'artiste producteur musical. Voilà. C'est pas l'artiste producteur. Voilà, c'est pas le label. C'est plutôt. Voilà. Ok. Et autre chose, justement, enfin. Comment ça s'est passé justement avec Need Doff? Parce que depuis, je crois, le premier ou le deuxième album, c'est toi qui fais toutes les musiques. Comment ça s'est fait la rencontre et puis comment est-ce que vous avez décidé de bosser ensemble? Need Doff, je peux dire que j'ai limite grandi avec lui parce que j'ai commencé à composer avec lui vraiment, en fait. Parce qu'il est arrivé, il avait une certaine énergie. Moi, j'étais dans cette énergie-là aussi. Parce que je me suis quand même inspiré de Just Blaze en beatmaking et tout ça. Voilà, je regardais beaucoup les sons qu'il faisait et tout ça, et ça me plaisait beaucoup. Donc, Need Doff est arrivé avec une dynamique comme ça. Et c'était d'ailleurs le premier son qu'on avait fait, c'était Kalashnikov qui était plutôt Dirty South et tout ça. Et il y avait d'autres sons qui étaient plutôt hip-hop hardcore et tout ça. Et moi, j'étais dans cette dynamique-là. Donc, du coup, les premiers sons que j'avais fait, c'était avec lui. Et petit à petit, j'ai progressé avec lui, en fait. Et donc, c'est Jules qui l'avait amené. Donc, qui m'a dit qu'il avait un rappeur qui est très bien, machin et tout ça. Et donc, du coup, je l'ai rencontré. Et il m'a fait part un petit peu des idées qu'il avait et tout ça. Et donc, du coup, à partir de là, on a commencé à travailler ensemble. C'était parti pour 2 sons au départ. Donc j'ai fini par faire l'album et voilà, je ne regrette pas. Moi aussi, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas de guitariste, il n'y a pas de guitare, mais on va peut-être faire un morceau a cappella. Tu nous choisiras le morceau. Je sais que tu es un très bon percussionniste. On m'a dit ça. On m'a dit que tu es un... Je sais ça, je ne m'ai même pas dit. Déjà, tu travailles sur un PC. Tu fais des compositions, parfois tu fais des beats sur un PC. Ouais, mais pas en chantant en même temps. On va faire un truc, un morceau a cappella. Tu nous choisiras un morceau a cappella de l'album. L'un des morceaux. Moi, j'aime bien... Bon, je ne vais pas dire le morceau que je préfère dans l'album. Après, je te dirai. Mais toi, déjà, quel est ton morceau préféré dans l'album? Mais ça va être dur à faire avec un beat. Mais non, même si c'est pas celui-là que tu vas nous interpréter. C'est le Namelo Adjur. Parce que c'est vraiment un morceau que j'ai fait avec émotion. J'aurais dû t'envoyer une vidéo de mes petits neveux qui chantaient le morceau. Ah ouais? La prochaine fois, je t'enverrai ça. Il faut m'envoyer ça. T'inquiète. Donc, Namelo Adjur, même si on n'a pas l'instrument, on n'a rien, on va le faire a cappella. A cappella quand même. Right. Ouais, mais en fait, l'émotion sort avec le son. En fait, ça va avec le son. Mais les paroles sont tellement fortes que, crois-moi, il y a assez d'émotion dans les paroles, quoi. Bah, on peut essayer, hein. Ouais. Bah... Su me fàttaliku ndaw sama xel day dem ci yow mi yaay booy weet na yaay
Oui, tell me, you're me high boy. Yeah. Donc c'est un peu dur à faire comme ça parce que il faut vraiment l'accompagner avec. Non mais justement, parle-nous de ce morceau parce que ça fait partie des morceaux, je pense, qui sortent un peu ça sort un peu de l'ordinaire en fait, même dans la prod, même dans l'album. Il y a ce morceau, il y a aussi j'aime bien Accent Grave. Ouais. Et en fait l'album, pratiquement tout l'album, c'est des trucs. C'est des sujets, c'est personnel en fait au final. Parce qu'Accent Grave, c'est des choses qui me sont arrivées aussi quand j'étais. Ça m'a poursuivi en fait. Déjà, j'ai dit mes premiers mots avec un accent. Parce que j'ai vécu au Burkina quand j'étais petit jusqu'à mes 4 ans en fait. Ok. De 2 ans à 4 ans. Okay. À 5 ans. Et je suis rentré au Sénégal, donc comme je suis casassé, j'avais l'accent du sud aussi. Et quand je suis parti au Sénégal, en France, j'avais l'accent africain. Donc forcément. Un soupe candier d'accent. Voilà, exactement. Et comme j'en avais marre en fait à chaque fois que je voulais chanter du français, j'avais des références comme Brel, comme Brassens et tout ça, et que j'avais toujours envie de faire comme eux, et c'était pas possible en fait, parce que l'accent n'était pas le bon déjà, et j'arrivais pas à écrire comme je voulais en fait. Et donc du coup mon accent m'a toujours bloqué pour pas chanter en français en fait. Et donc du coup mon premier morceau en français c'était Accent Grave. Ok. Justement, et là je pouvais assumer de Jacques Brel. Voilà. Non mais là je pouvais assumer justement mon accent à fond quoi. Et, ouais, vas-y. Et donc du coup il y a ça, il y a Namel Ouadiour. Namel Ouadiour. Est-ce que Maxime peut nous caler déjà Namel Ouadiour? Mais ça aussi c'est mon histoire, donc je chante ma mère qui est décédée quand j'avais 9 ans et mon père qui nous a élevés et qui est décédé aussi quoi. Et pratiquement tous les morceaux quand je What I Feel, je parle Wama ça c'est avec mes potes parce que c'est quand je suis venu ici, il y a eu un peu de distance mais bon on reste toujours de bons amis et puis on se voit toujours. Absolument. Tchalaleng, c'est une histoire aussi quand j'étais petit donc Non, sérieux, c'est comme je dis quoi, l'album est très très coloré. Pour ceux qui n'ont pas encore l'album, allez le chercher, c'est urgent. On écoute un extrait de Namel Ouadiour et on se retrouve. Vous êtes toujours sur, bien sûr, FM. Yal na suuf ayaa seen kaw kër gi yaay wéetal ngeen ko yow ak baay wéetal ngeen ñoo. Ça va viendre. Gina Sané qui nous écoute, Chiché qui nous écoute, c'est son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday. Mom Sunshine moo doon saanam, but anyway, waaw mieux vaut tard que jamais. Dundal ba nekk maam, dundal ba dundu sappi la. Waaw Gina sunu choriste préféré. Waaw mooy loolu. OK, on va avancer un tout petit peu. On va parler de Happy, la version. Parce que attention, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand même, Pharrell Williams, il t'a fait une dédicace. Enfin, il a parlé de tous ces trucs qui ont été repris. Ça t'a fait quoi exactement, ce truc-là? Comment tu l'as ressenti? J'étais très 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 surpris. Parce que en fait. C'est l'assistante de Oprah Winfrey qui m'a laissé un message en me disant qu'elle voulait utiliser un bout de la vidéo de Happy. Donc j'ai dit attends, mais c'est quelqu'un qui me fait une blague là, c'est pas possible. Tu vois, enfin quand on connaît Oprah Winfrey, voilà quoi. Et donc du coup je lui ai dit pourquoi pas, fais ce que tu veux en fait. Mais je m'y attendais pas du tout. En fait j'ai vu sur le net comme tout le monde. Donc je lui ai dit qu'elle était autorisée à utiliser un bout, mais je pensais pas que c'était vrai. Le gars, c'est sa chanson.
tu reprends, tu fais une vidéo de sa chanson, mais il t'appelle quand même pour te demander l'autorisation. Ah, mais t'as vu, hein, et c'est là toute la différence. Oui. C'est-à-dire qu'il aurait pu utiliser un bout et moi j'aurais pu rien faire. Absolument. Et voilà. Mais ils ont fait le contraire, ils ont fait l'effet inverse. Et puis, c'est ça la magie de la musique aussi. Ouais. C'est ça la magie de la musique. Ouais, mais ça m'a quand même beaucoup touché le respect qu'on peut avoir. C'est-à-dire que quelqu'un pourra, je veux dire, d'avoir son assistante qui me contacte en tout cas pour me demander l'autorisation d'utiliser une partie de la vidéo. C'est du respect. Ici, on fait ce qu'on veut en fait ici. Tu prends un bout, tu mets. Il y a des gens des fois qui utilisent mes morceaux, qui les mettent dans des pubs, des trucs. Mais justement, c'est ce que j'allais de ça que je voulais parler. Personne me demande. Toi, par exemple, revenir au Sénégal, t'installer ici au Sénégal, t'adapter au showbiz sénégalais. Comment ça s'est fait? Comment est-ce que tu t'es levé un beau matin, je rentre au Sénégal, ou bien est-ce qu'il y a un processus qui a précédé tout ça? Non, en fait, j'ai jamais voulu rester en France. Okay. Et d'où, c'est ça d'ailleurs qui a beaucoup motivé ma curiosité aussi, parce que j'avais pas envie de faire un boulot qui me retenait là-bas en fait. Donc du coup, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un là-bas. Si, je l'ai fait une fois, un mois. Mais il y avait quelqu'un de BBC qui bossait à la Goutte d'Or, non? Non, à la Flèche d'Or. À la Flèche d'Or, sorry. Oui, donc du coup, même là, c'était encore free parce que j'ai bossé en tant que technicien son. Ok. Et c'était des jours comme ça où, voilà quoi. Et l'autre fois, c'était des échafaudages parce que j'avais besoin de sous. Et pendant un mois, ma réalité pour gagner tout de suite pour morteler une affaire. Si. Mais sinon, à part ça, j'ai toujours fait du son et de la musique et vidéo et tout ça quoi. Et moi je sais que c'est un métier en fait qui te permet de bouger où tu veux, parce que c'est des métiers que tu peux faire n'importe où. Et c'est pour ça j'ai choisi justement ça aussi, pour pouvoir rentrer quand je veux. Donc après tu décides un beau jour de te dire ok, it's time to go back home, donc tu rentres à la maison avec ton matériel. Comment ça s'est fait justement l'accueil, je vais dire, avec le showbiz sénégalais, parce que tu es revenu en tant que Mao CDB, mais producteur beatmaker. Beatmaker, voilà. Et je crois que j'aime pas utiliser le mot de beatmaker, je préfère le mot de producteur, parce qu'il y a des beatmakers, des gens qui sont dans leur chambre, qui font des musiques, qui maintenant, comme tu dis, ils le jettent sur le net, ils ont peut-être pas de suivi, alors que toi, il y a un suivi qui se fait entre la musique, l'artiste, il y a quelque chose qui se crée entre vous, qui fait que il y a de la réalisation derrière. Donc, comment ça s'est fait justement quand tu es arrivé? On t'a connu d'abord en tant que beatmaker, en tant que producteur, et puis par la suite, tu as montré une autre facette de toi. Oui, en fait, déjà pour rentrer, je ne suis pas rentré d'un coup, parce que je savais que c'était un peu dur il fallait tâter le terrain, il fallait savoir qu'est-ce qui se passe ici vraiment. Et puis j'étais pas seul aussi, j'avais une famille. J'avais mon fils Doudou et j'avais ma femme Isa. Et donc du coup, on a commencé par faire des longs séjours. Donc on a fait 3 mois et puis on a fait 6 mois. Et après on est resté. On a fait 2 fois 6 mois, histoire de voir comment s'installer, dans quel quartier on veut s'installer et s'il y a moyen de s'installer aussi. Donc on a fait ça, on l'a fait sur 2 ans avant de vraiment nous installer en fait. Ok, donc tu as eu le temps de montrer en fait, de tâter le terrain en fait. Voilà, exactement. Et donc comme étant en France aussi, je bossais déjà les beats de Niddoff. En fait, j'ai été connu en tant que producteur de son avant déjà de m'installer. C'est exactement ça que j'allais dire. Après un beau matin comme ça, tu te dis, écoute, voilà, il faut que je revienne, il faut que je remette l'ancienne casquette d'homme de scène. Ouais, non, mais ça c'était avec Sunshine aussi. Sunshine, c'était un single que, comme j'ai dit, j'avais pas l'intention de le sortir. Et quand je l'ai sorti, les gens ont aimé. Donc du coup, j'ai refait d'autres morceaux. J'ai rajouté des morceaux. Et jusqu'à avoir un album en fait. Mais au départ, j'étais pas parti pour un album, non. Mais justement, tu parlais tout à l'heure du respect qu'on donne au producteur ou bien qu'on donne à l'artiste quand on est en Europe et tout. Est-ce que tu as été confronté à certains problèmes ici, au Sénégal, par rapport à ta carrière, justement? Beaucoup. Et ça continue, mais... Ça continue. Non, c'est vrai. C'est des problèmes de mentalité, c'est des problèmes de professionnalisme, c'est des problèmes de quoi exactement? De tout ça. Non, mais Sénégal, dafa metti. Ça, si on le dit pas, c'est pas vrai. Il faut le dire, c'est très dur ici, que ça soit la musique, le business, tout est dur en fait, c'est un peu dur. Mais
on peut pas, c'est ce que je dis des fois, il y a eu des moments où je me suis dit est-ce que je repars pas, mais après je me dis que c'est un peu lâche de partir parce que c'est dur. Parce que quand on regarde les autres à côté, on se dit mais finalement c'est pas si dur que ça des fois. Et en même temps, je me dis que justement c'est dur et c'est là qu'on peut nous mettre notre pierre aussi et participer justement au développement et tout ça quoi. J'ai pas envie de venir une fois que tout est déjà fait. Okay. J'ai pas envie de venir quand tout est déjà nickel et que tout roule. J'ai envie de faire partie de ceux qui construisent quoi. Voilà, exactement. Donc du coup, chaque jour mouille le nac. Chaque jour on fait avec les mais ce qui est dur c'est surtout le business, c'est très dur ici. Même les gens que je connais qui ont des sociétés de pub, de boîtes de prod pub, machin et tout ça, tout le monde a envie de se barrer d'ici en fait. Et c'est vraiment dommage parce que il y a de l'argent dans la musique ici. Dans le showbiz, il y a de l'argent. Quand tu vas à des concerts, à des soirées, il y a les gens qui battent, qui sortent. Ah, mais ça, c'est quand on fait du samba et mayan. Hein. Quand on fait du samba et mayan, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Et encore, il paraît qu'il redistribue l'argent encore. Mais c'est dur de faire de mes bords, en fait. Parce que, je sais pas, moi, je me dis que le showbiz, en fait, il est à l'image. La musique est à l'image de la société ou vice-versa. Aujourd'hui, par exemple, il y a des sociétés, il y a des labels, soi-disant de musique, certes. Il y a toute une chaîne. Il y a les radios, les médias, la chaîne de distribution, il y a les promoteurs, et puis il y a les artistes. C'est un triangle. Ouais. Maintenant, il y a aussi les sponsors, etc. de l'autre côté. Maintenant, le truc, c'est de pouvoir faire des choses qui te permettent d'attirer l'attention des médias, d'attirer l'attention des producteurs d'abord, des médias et ensuite de ceux qui font les promoteurs et des sponsors. Mais qui est producteur au Sénégal? Il n'y en a pas. Il y a pas en termes de pas comme en Europe ou aux États-Unis ou dans les pays développés, mais je pense en fait que on arrive à un stade où même toi tu le montres, tu le démontres. Tu viens avec tes connaissances. Tu fais tes productions, tu es du début jusqu'au bout de la chaîne de production. Tu enregistres, tu écris, tu composes, tu enregistres, tu mixes, tu masterises. Ensuite, tu fais tes vidéos, tu les postes toi-même sur les réseaux. Ouais. Donc, je pense en fait que c'est ça l'exemple. C'est-à-dire que c'est de faire du début à la fin, d'avoir une petite équipe qui te permet justement d'avoir, dès que je sors un single, voilà, tout le process que ça doit faire. Il faut que ça passe à la radio, il faut que je connecte les gens, etc. Est-ce que tu ne penses pas peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à un moment où des gens comme toi donnent des cours à des jeunes justement qui ont envie de faire de la musique, ou des gens qui sont dans le milieu du marketing donnent des cours à des gens qui veulent faire du marketing de la musique? Est-ce que tu ne penses pas qu'on va arriver à ce stade-là? Je pense qu'il faudra un jour en tout cas. Par exemple, aujourd'hui, si le MCU te fait appel pour que tu donnes des cours à des jeunes pour la composition musicale, est-ce que tu es prêt à le faire? Oui, je serais prêt à le faire. Pour des gens motivés, oui. Mais le problème, c'est que comment je vois l'industrie musicale, je peux dire, si quelqu'un me demande un conseil, je vais lui dire c'est dur. Après, si c'est la passion, chacun a sa chance, on ne sait jamais. Okay. Mais quand je vois... Il y a plein de gens qui croient que j'ai commencé à faire de la musique il y a 4-5 ans, mais ça fait 20 ans que je suis dedans. C'est beaucoup. Et jusqu'à présent, moi, c'est pas le rap ou les musiciens, la musique qui me fait vivre aujourd'hui. Si, un peu, parce que j'ai fait de la musique de pub. C'est ça qui me fait vivre. C'est dommage, mais c'est ça. Ok, mais quand même, la passion est là, la passion de la scène. Est là, mais justement, parce que je fais de la musique de pub et des clips, que je peux avoir assez de sous pour pouvoir me produire pour mes trucs perso et les trucs où je suis passionné. Ok. Parce qu'en fait, le truc, c'est justement, c'est ça le process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on t'écoute bien, si on comprend bien ce que tu dis, autant faire des choses pour remplir son frigidaire qui n'ont rien à voir et qui te permettent justement de continuer à faire sa passion. Voilà. C'est ça. Mais sinon, quand on fait juste de la musique, il y en a pas tant que ça qui sont sortis ici au Sénégal. Quand on voit le nombre d'artistes qu'il y a par rapport... Des artistes qui vivent que de la scène, que de leur musique. Il n'y en a pas beaucoup. Si on dit entre 5 et 10 maximum, je pense.
Ok. Bon. Sinon, il y en a beaucoup, ils vivent plus de samba mbayad. Mais ça fait partie, justement, parce que l'industrie ne marche pas. C'est pour ça que les samba mbayad marchent. Il faut qu'on s'y mette alors. Mao Sidibé, notre invité du jour, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, je vais juste rappeler aussi que pour ceux que ça intéresse, suivez-le très bien, suivez-le, parce que parfois, il lui arrive de se produire sur scène, mais pas sur scène, dans les grandes scènes, mais dans ton quartier. Donc, donc très bientôt, tu vas voir Mao dans ton quartier, défendre la belle show Med. Voilà, donc est-ce que tu peux nous donner déjà une idée du prochain show Med? C'est quand ou c'est où? J'aimerais bien en faire dans le mois. Je pense juste après la Tabasco. Tu en as déjà fait à Saint-Louis, je crois. À Saint-Louis, oui, et beaucoup à Dakar aussi. À Saint-Louis, j'en ai fait les 3 années. C'était quoi la réponse des passants? Comment est-ce que les gens ils ont accueilli ça? La première fois, ils ont forcément cru que je leur vendais forcément promotion, ou bien ils croyaient que je vais leur dire votez pour tel. Ok. Donc du coup, les gens se mettent un peu à l'écart au départ. Après ils viennent. Et après ils s'approchent doucement. Ok. Mais au départ, ils croient toujours. Après, il y a même des gens qui sont venus me dire mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit écoute, moi je fais ça parce que j'ai envie de faire ça. Et en France, ça se fait. Ailleurs, ça se fait. Les gens ils jouent dehors et voilà. Mais je me suis dit pourquoi pas ici. Et en fait, moi la première fois que j'ai fait ça, c'est parce que j'avais envie d'aller au festival de jazz à Saint-Louis. J'étais jamais allé. C'était il y a 3 ans. Et donc du coup, mes musiciens aussi voulaient y aller. On s'est dit, pourquoi pas, on y va. Mais au lieu d'y aller juste pour voir comment c'est, on amène nos instruments et puis on joue dans la rue. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc du coup, on s'est mis... Mais maintenant, à Saint-Louis, ils connaissent très bien. Donc ils savent très bien que je ne suis pas politicien et que je ne vais pas leur vendre des produits. Donc du coup, dès le début, maintenant, ils sont là. Et maintenant, les gens, ils réclament souvent. Ouais. Show Med de Mao Sidibé très bientôt. Qu'on a reçu depuis... On est ensemble depuis... l'émission va finir. Tire à sa fin comme ça, Legni. On va simplement se dire au revoir. Et puis, j'espère te revoir très bientôt. Inch'Allah, avec plaisir en tout cas. Faire des félicitations aussi pour tout le gros boulot que tu fais. Le morceau avec Nix qui est sorti récemment au Feeling. That's nice. Nice. Respect pour ça. Et puis, pour tous les autres productions, allez sur son site, allez sur son Facebook. Mao Sidibé, un très 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 grand artiste. Accueilli par un très 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 grand artiste aussi. Allez, c'était bien sûr Masterclass. Si je peux me permettre, pour ceux qui veulent me suivre, je suis tous les samedis au King Fahd Palace. Voilà. Donc ce samedi-là aussi, à 21h pile, je joue. Si. Heure normale, pas heure sénégalaise. 21h. Allez, portez-vous bien. One love à tous et à toutes. One love.